Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver en direct sur LMTV pour une première, un comeback, un retour sur les manches du championnat du monde d'endurance, le FIA WEC 2023 et en l'occurrence la manche inaugurale avec les 1000 miles de Sebring. La feuille de route, c'est simple, en parler avec vous parce que nous allons également lire évidemment vos messages sur le Twitch de LMTV et en parler avec nos invités. Deux pilotes, Gabriel Aubry et Tom Dillman. Bonjour à tous les deux, ils vont apparaître sur l'écran, c'est magique. Bonjour Tom Dillman, bonjour Gabriel Aubry. Bonjour Bruno. Voilà Gabriel. Bonsoir. Bonsoir également à vous Tom, pour refaire connaissance évidemment avec vous deux. Ben voilà, Tom qui est à l'image, Tom il est dans la catégorie hypercar avec la Van Vol Van der Velde numéro 4. Coéquipier, Tom, on va le rappeler, un certain Esteban Guerrieri, un certain Jacques Villeneuve aussi, Tom. Oui, tout à fait, avec la légende Jacques Villeneuve. Très bien. Alors, on va revoir la course évidemment dans un instant, les qualifs aussi. Gabriel Aubry, ça fait très plaisir de vous retrouver aussi dans la catégorie LMP2 cette année avec l'Oreca numéro 10 du team Vector. C'était l'équipe d'ailleurs de Sébastien Bourdet l'année dernière. Bon, bienvenue de Sebring avec, je pense, Gabriel, plein d'enseignements, plein la tête et hâte de poursuivre ce championnat. Ouais, carrément. Déjà content de découvrir une nouvelle équipe. Le retour en LMP2 aussi. C'est ma 6e année maintenant en WEC et en LMP2, donc content de reprendre cette saison 2023. Bon, ce que l'on va faire, les amis, évidemment, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, c'est revivre la première des étapes très importantes de ces 1000 miles de Sebring. C'était le 17 mars aux États-Unis, la manche inaugurale du championnat du monde d'endurance. Ce que l'on va faire tout simplement, c'est avoir le résumé des essais qualificatifs. Allez, c'est parti. Avec 36 voitures, rappelons-le, 11 hypercars, 12 LMP2 et 14 voitures en GTEM. Iron Lynx avec des Porsche aussi cette année, dont la rose des filles. On va évidemment en reparler. Pleine concentration avant la première des qualifs de l'année. L'Aston Martin TF Sport, c'est en fait l'équipe tenante du titre avec Ben Keating et Marco Sorensen, mais qui ont changé de monteur et d'équipe. Cette année, l'Aston porte le numéro 25. Aston Martin ORT by TF. Et effectivement, en face, Ben Keating qui est revenu au volant d'une voiture américaine avec Nicolas Varone, avec Nicky Katzberg, ses coéquipiers. On se posait évidemment à ce moment-là la question. La Corvette, elle était décrochée la pole. Une 59-345 pour boucler un tour de circuit. C'est vite, mais la jaune a été battue par la rose. Et en effet, passage de Ferrari à Porsche qui n'a posé aucun problème à la pilote belge Sarah Bovy dans son tour d'attaque. La Porsche des Iron Dams avec verdict une 58-949. Pole 396 millième plus vite que Ben Keating. Ah, Gabriel Aubry, on vous a vu à l'instant, catégorie LMP2. Avec Vincent Vos également pour WRT, battu par Jota l'année dernière dans le palmarès du WEC. On suit évidemment Dorian Pain chez Prema et d'entrée de jeu à l'attaque sur ce cassant circuit de Sebring. Robin Freins que l'on suit avec l'Oreca WRT 31 va signer le 3e chrono, une 50-155. C'est très serré, messieurs, vous allez pouvoir le commenter. 3e chrono, donc qui en première ligne? Les tenants du titre, tout d'abord le team Jota avec Pietro Fittipaldi qui va boucler son tour le plus vite en 1,50,067. Alors, première ligne des P2, hein, bien entendu. On guettait évidemment tout le monde. Vector, le Alpine F Team. Et le performeur du jour à Sebring a été le Britannique Oliver Jarvis, le seul sous la barre de la minute 50 en 1,49,974. Et le top 10 en LMP2 dans la même seconde tout de même. C'est dire si effectivement dans cette catégorie-là aussi le plateau est d'un très haut niveau et que c'est très serré. Mais là, moment très attendu, les hypercars et notamment la Van Vol qui à ce moment-là est encore dans son stand, devant le stand aussi. La Peugeot 9 X8 numéro 94, on se posait déjà avant les essais beaucoup de questions sur les Peugeot, la Glickenhaus, robe bleue, émission pôle pour Olivier Pla et évidemment Ferrari face à Toyota et toute cette équipe d'élite qui désormais est dans la catégorie hypercar avec la Porsche 963, les Ferrari la 50, la 51, Alessandro Pierguidi sur la numéro 51, Antonio Fuoco numéro 50, Michael Christensen sur la Porsche numéro 5 et Kevin Estre sur la numéro 6. Regardez ces images absolument superbes, ambiance lumineuse à Sebring. Rouge.
vert et naturellement action. Tout le monde s'attendait à voir les Toyota dominer la concurrence compte tenu de l'expérience et de l'antériorité en hypercar. Des GR010 nouvelle génération. La 7 de Kamui Kobayashi va décrocher le 3e chrono sous le regard approbateur de Kazuki Nakajima. La 7 3e chrono signifie donc que les Toyota ne se sont pas octroyés la première ligne de grille de départ. La voiture sœur numéro 8, Brandon Hartley, Poleman Le Mans 2022, va faire illusion. Une 45 281, tant de la pole position ou pas. La question est sur toutes les lèvres à ce moment-là. Réponse avec l'ultime tentative chrono d'Antonio Fuoco. Il pilote la Ferrari 499P numéro 50. C'est, rappelons-le, la première manche du FIA WEC 2023. Première sortie en compétition également. Le grand retour de Ferrari et la performance au rendez-vous. Pole pour Antonio Fuoco avec cette Ferrari 214 millième plus vite que Brandon Hartley. Antonio, donc la Ferrari 50, rentre directement dans l'histoire en étant la plus rapide des hypercars. Ouais, je suis très fier au nom de toutes les personnes autour. Je ne cache pas mon émotion. Ils ont accompli un super travail au cours des 6 derniers mois. Je suis vraiment content et j'avoue que je ne trouve pas mes mots là sur le moment. En tout cas, c'est mérité et on a hâte d'être à la course. Voilà pour le résumé déjà des essais qualificatifs de ces 1000 miles de Sebring. On va commencer par vous, Tom Dillman. Comment ça s'était passé effectivement dans les premiers instants? On voit la voiture dans le box. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? On avait eu un petit souci en FP3 où on n'avait pas du tout roulé. Bon après, je pense que c'était pas une image de la qualif là où on était dans les stands, c'était une image de FP3 plutôt. Ouais. Oui, alors nous, la qualif, on n'était pas vraiment là pour se battre à ce moment-là. Voilà, vu qu'on n'avait pas roulé en FP3, c'est plutôt une séance d'essai encore pour nous. Et on était déjà focus sur la course, quoi. Quand vous avez vu la Ferrari réaliser le meilleur chrono, vous vous êtes dit quoi en observant comme ça les performances de la concurrence? Pas très surpris, parce que je pense que on attendait la Ferrari et la Toyota notamment. Après, Toyota, il se focalise très vite sur la course et pas trop sur la qualif. Et je pense que, bon, on va pas dire ce qui s'est passé après, mais je pense que c'était assez clair. Après, ça va très vite. L'année dernière, la pole, ou en tout cas les hypercars, si on compte pas l'Alpine, qui était une ancienne LMP1, ça roulait en 48 ou 49 et là on est passé en 45 direct. Donc Ouais. le niveau le niveau général est énormément monté avec l'arrivée de ces nouvelles autos. Clairement. Gabriel Aubry dans la catégorie LMP2. Je le disais il y a quelques instants, on va bien le répéter parce que c'est quand même assez incroyable. Le top 10 LMP2 des voitures qui se tiennent dans la même seconde à l'issue des qualifications. Ouais, le niveau est fou cette année en LMP2. On a tous la même voiture, tout le monde dans l'Oreca 07. C'est maintenant la 7e année, si je ne me trompe pas, de cette voiture en WEC. Ouais. Donc les équipes commencent à avoir une bonne idée de l'optimisation de cette voiture-là. Et on voit l'évolution du WEC entre 2018 et aujourd'hui. Et c'est vraiment dingue. Bien, ça c'était pour les essais. Les amis, passons maintenant à la course. Alors d'ordinaire, les courses en WEC, indépendamment bien sûr des 24 heures du Mans, c'est des courses de 6 heures. Mais là, c'est 8 heures ou les 1000 miles de Sebring. C'est parti pour le résumé. Avec évidemment les 36 voitures en épi. Roger Penske qui attend beaucoup de cette première confrontation. Pierre Fillon également, le président de la SCO, fier de la réussite de l'hypercar. Vincent Voss et Frédéric Lequin, le directeur de Le Mans Endurance Management, qui échangent quelques mots. On est encore décontracté avant le départ de la course. Le trophée du centenaire des 24 heures du Mans présenté. Et voici le départ avec la Ferrari numéro 50 d'Antonio Fuoco. Dans les premiers instants, on va conserver la première place. Regardez bien les Toyota à la fois en attaque et en défense parce qu'il y a la Ferrari 51 d'Alessandro Pierguidi qui tente une première estocade. On est à ce moment-là évidemment très concentré, très observateur partout, notamment chez Toyota Gazoo Racing. Lorenz Vanthoor lui a pris le départ au volant de la Porsche 963, numéro 6. Et du côté des GTE-AM, la lutte d'entrée de jeu avec la Corvette pilotée par Ben Keating qui devance à ce moment-là son Aston Martin de l'année dernière. Un tête à queue pour une Porsche et dans les prochains instants, qu'est-ce qui va être notamment remarqué? L'arrêt d'une Peugeot et surtout le tête à queue de Luis Pérez Campan avec la Ferrari numéro 83.
tête à queue à Yellow Flag. Vous voyez la voiture qui va s'encastrer carrément dans les piles de pneus qui se retournent. Mais heureusement, pilote indemne donc pour Luis Pérez, qu'on pensait à ce moment-là que Ferrari fait ravitailler ces deux voitures de façon sans doute un peu prématurée, alors qu'Antonio Fuoco était en tête. Et par conséquent, cet arrêt fait que les Toyota sont aux avant-postes. Sébastien Buemi devant Mike Conway. Autour de la voiture sœur des Peugeot 9X Suisse de passer par les stands pour cette fois-ci un arrêt décidément très voire trop prolongé. En hypercar américaine, Glickenhaus Cadillac, Romain Dumas en difficulté d'ailleurs avec la Glickenhaus et de nouveau full course yellow. Excès de précipitation également pour Raël Fry, regardez bien, qui sort beaucoup trop large ici, qui endommage le bouclier arrière, le diffuseur de la Porsche Rose. Malheureusement, plus de chances de victoire. La Corvette de Ben Keating, Nicolas Veron et Nick Katzberg n'en demandait pas tant. En ce moment-là, elle devient leader. La Peugeot 93 repartie vient buter sur la Van Vol numéro 4. Vous commenterez ça dans un petit instant. Tom Dillman, bien entendu. Kata aussi chez United Autosport avec la 23 au ralenti de Joshua Persson, de Tom Lundqvist et d'Oliver Jarvis. L'Oreca Jota numéro 28 de David Meyer Hansen, Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen en profiter. Puis, ah là là, ça c'est l'image que l'on attendait. Le duel Porsche-Ferrari, Ferrari-Porsche, avec attention à la gestion du trafic toujours importante. Alessandro Pierguidi qui va en faire l'expérience. Il va être au contact de la Ferrari 54 AF Corse et de la Porsche Project One de Gunnar Janet. Appréciez au passage les souffleurs à l'américaine. Nuit tombante sur les 12 heures de Sebring. GTE. Eh bien, le championnat commence bien pour le Corvette Racing avec Ben Keating, Nicolas Veron et Nicky Katzberg qui foncent vers la victoire dans cette catégorie. Les LMP2, c'est Jota qui fait honneur à sa couronne P2 FIA 2022, donc victoire pour l'Oreca Jota avec David Meyer Hansen, Pietro Fittipaldi et Oliver Rasmussen. On a hâte de voir la Porsche Jota au Mans et en hypercar. Bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que les pilotes Toyota ont assuré. Il y avait une Ferrari en pôle 12 heures plus tôt. 12 heures plus tard, il y en a une sur le podium. C'est la numéro 50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina, Niklas Nielsen. À 2 tours de la gagnante, doublé Toyota. La 8, deuxième Sébastien Buemi, Brendan Hartley, Ryo Hirakawa. À 2 secondes, 168 de la voiture sœur, la Toyota numéro 7 de Mike Conway, de Kamui Kobayashi et de José Maria Lopez. Les Porsche 963 terminent en 5 et en 6e position. Doublé Toyota pour entamer l'année. Kamui, vous fêtez cette victoire avec vos coéquipiers. C'était une grande course pour vous. Oui, absolument. Et je tiens à remercier tout le monde de Toyota Gazoo Racing, mais également toute la haute direction au Japon. On a vécu des moments difficiles hier, mais on a été fort aujourd'hui. La preuve, nous finissons 1 et 2. Donc on ne pouvait pas viser mieux. Mais aujourd'hui, on peut dire que ce n'est que le début du long chemin vers la Big Race en fait, de 2023. On a besoin de continuer de travailler, de développer la voiture. Et j'ai hâte de vivre la suite de ce championnat et de ce qui va arriver. Big race coming for 2023. So for sure we need work, we need improve, but definitely I'm looking forward to this championship. It's going to be coming really, really exciting. Ouais, c'est très excitant. Vous avez également été impressionné en regardant derrière vous. Vous avez aimé, oui, avec tous ces constructeurs, clairement, puis même par rapport à mon coéquipier. Se battre comme ça, c'est toujours un big challenge, mais bon, on est des pros, on se donne les moyens d'y arriver. Et je suis plutôt satisfait d'être là. And we are all professional, but I think we are fighting for Ferrari, and I'm pretty happy to be here myself. Well done, thank you. Voilà, bien joué et bravo à Kamui Kobayashi et donc à Toyota qui réalise le doublé. Alors vous n'hésitez pas, prenez vos téléphones, vos tablettes, allez sur le compte Twitch de LMTV. Si vous avez en effet envie de poser en ce moment une question à nos invités, c'est le moment ou jamais parce que c'est effectivement une première sur LMTV. Et ce qu'on a clairement envie de faire, c'est bien tout simplement d'interagir avec vous et de passer de bons moments. Tom Dillman, on a vu le résumé de la course. Globalement, comment s'est-elle passée pour vous avec la Van Vol numéro 4 ? Pour nous, c'était assez positif parce que c'est la première course pour nous. On avait fait environ 5000 km en essai, donc d'arriver là et de faire une course de 8 heures, surtout sur un circuit aussi exigeant que Sebring, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Donc positif parce que on a fini la course. Il y a eu ce petit souci là avec la Peugeot qui nous est rentrée dedans en se faisant surprendre sur un début de full course yellow, ce qui plus tard nous a coûté un
un souci sur la suspension. Donc on a perdu 25 minutes avec ça. Mais sinon, voilà, la voiture était fiable. Donc c'est déjà bien d'avoir cette base solide et de ne pas avoir de gros soucis de fiabilité, quoi. Ouais. Même question pour vous, naturellement, Gabriel Aubry, avec le Team Vector Sport et l'Oreca numéro 10. Voilà, à l'heure de ramener la voiture auprès de l'équipe après ces 8 heures de course, le sentiment, il était comment pour vous? Bah, le résultat est décevant pour nous, c'est sûr, hein. On venait chercher un peu mieux qu'une 9e place, surtout après les performances des essais libres et du prologue qui était franchement encourageante entre la 3e et la 6e place, un peu dans le milieu de peloton. Malheureusement, on a eu un problème avec la gourde, le système de gourde qui est installé à l'intérieur de la voiture, qui a fuité sur les boîtiers électroniques de la voiture et qui nous a coûté un arrêt d'une bonne quarantaine de minutes. Donc à partir de là, c'était plus comme une longue séance d'essai, mais qui était très intéressante de voir le switch entre la journée et la nuit, avec les températures différentes. Et je pense on a pris pas mal d'informations, plus pour Le Mans que pour les 2 prochaines courses qui arrivent. Est-ce que ça a été différent, Gabriel, à gérer cette course de Sebring en LMP2 avec ce nombre d'hypercars bien plus important qu'avant? Avant, effectivement, il y avait que quelques voitures par rapport au Toyota, au Glickenhaus. Là, il y en a plus de 10 maintenant. Ça change quelque chose dans la gestion de la course? Ça change pas énormément parce qu'on a nos ingénieurs qui sont constamment à la radio, qui vont nous dire qui est derrière nous, quelle voiture et quelle est la différence en termes de vitesse. On a eu des plus gros changements par contre pour cette saison, comme la disparition des cabanes chauffantes, donc les pneus froids, surtout de nuit. Bon, ça nous a joué un peu plus de tours que les hypercars. Ouais. Même question d'ailleurs, Tom Dillman, et vous avez bien fait de l'aborder cette question, Gabriel, elle était sur la liste. Effectivement, aujourd'hui, on ne chauffe plus les pneus comme on le faisait auparavant. Est-ce que ça change énormément de paramètres au niveau de la gestion de la course, des relais et lesquels? Ça change, surtout les hypercars, c'est un peu plus compliqué à mettre les pneus dans la bonne fenêtre. On prend peut-être un tour de plus que les P2, donc au départ, c'est assez chaud. On bataille un peu avec les P2 au premier tour. Mais après à Sebring, c'était assez facile en fait, parce que bon, il faisait chaud et que la tempé ambiante et la tempé piste est assez élevée, donc c'était pas trop compliqué. Ça risque d'être plus compliqué au Mans de nuit ou même à Spa, où on peut avoir des températures très très basses, Ouais. même en avril. Donc à suivre à Spa, je pense que ça va être peut-être un peu plus compliqué. Pour le grand public qui apprend toujours en matière d'endurance, et puis c'est complètement légitime, Tom, évidemment, tout le monde bon, c'est ce dont on parle quand on parle maintenant d'une Toyota, hein, très très clairement, Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac aussi. Mais votre équipe à vous, quand on parle de Van Vol, quelle présentation globale vous avez envie de nous en faire? Bah, une petite équipe privée qui fait, par contre, qui fait sa voiture de A à Z. À part le moteur, mais toute la voiture, c'est fait maison. C'est-à-dire que c'est pas comme les privés en P1 qui achetaient une Oreca ou une Dallara. Non, Van Wall, ils font la voiture en entier, Hmm. ce qui est comparable à Glickenhaus. Donc, donc c'est beau déjà. Ah oui. C'est un peu l'esprit du Mans aussi, hein, qui est ces équipes-là. Et après, on va se battre contre les gros, Toyota, Ferrari, Porsche. Donc c'est sûr, c'est pas les mêmes moyens. Après, il y a une balance de performance et surtout un cahier des charges technique qui fait que normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'écart entre les voitures. Donc pour nous, c'est intéressant. Et puis à nous de faire le meilleur job possible et d'exploiter notre voiture au mieux et de faire la course parfaite pour arriver à faire un résultat, quoi. Alors, comme je vous le disais précédemment, vous n'hésitez pas à envoyer en direct. Question de Chouquette pour tous les deux messieurs. Quelle différence entre cette course et les 24 heures du Mans? Et Chouquette, si je peux un petit peu aussi compléter la question, est-ce que Sebring, c'est une très bonne course pour préparer les 24 heures du Mans? Gabriel Aubry? Sebring est très intéressant pour nous parce que c'est la piste avec le moins d'énergie appliquée aux pneus juste avant Le Mans. Donc c'est aussi la seule où on roulera de nuit. Donc pour habituer les pilotes à voir cet environnement et
La seule différence avec les températures. Donc en termes de données récoltées, c'est très intéressant. Après, la philosophie de la course est totalement différente de par la piste qui est beaucoup plus dangereuse que Le Mans, beaucoup plus bosselée, donc un setup de la voiture, des réglages qui sont totalement différents. Donc il y a du bon à prendre, mais il y a aussi une partie à éliminer et elle n'est pas entièrement représentative du monde. D'accord. Tom Dillman? Bah, circuit hyper spécifique. Donc c'est bien pour, je pense, c'était ma première fois à Sebring. Euh, je pense que c'est bien pour la fiabilité. Après, au niveau des réglages, optimisation de la voiture, c'est quand même très particulier. Donc il y a pas grand-chose à garder de Sebring à ce niveau-là pour les courses suivantes. Ouais. Tom, je vais oser vous poser la question qui, à mon avis, fait partie des questions qui vous sont déjà très posées en ce moment et qui vont encore vous l'être, notamment quand on sera la semaine du Mans. Mais vous avez un prestigieux coéquipier. Alors évidemment, il y a Esteban Guerrieri qui l'est, mais il y a aussi un certain Jacques Villeneuve. Alors la question, je vais la formuler comme ça. Comment c'est avec lui et comment c'est d'avoir pour coéquipier un ancien champion du monde de Formule 1? Bah, c'est cool d'avoir un mec qui a gagné la F1, qui a gagné les 500 miles dans sa voiture et puis c'est un personnage aussi, donc C'est sûr. non, Ouais. je sais pas trop le mot, quoi, c'est cool. Après, c'est un gros challenge pour lui quand même, parce qu'à plus de 50 ans, aller partir faire l'hypercar, qui sont des voitures pas faciles à emmener, voilà, il n'y a pas beaucoup d'aéro, il y a beaucoup de puissance, il faut quand même batailler pas mal. Beaucoup plus que les LMP1 par exemple. Donc Mmh. c'est pas facile et puis le niveau est très hyper élevé, quoi, hein. Il y a que des top pilotes en hypercar, donc voilà, c'est un gros challenge pour lui. Il a pas beaucoup de kilomètres dans la voiture. Je veux dire, avant de venir à Sebring, il avait fait 30 tours, quoi, donc et Sebring, c'est pas vraiment le circuit le plus propice pour apprendre une voiture parce que la moindre erreur se paye par du dégât normalement. Ouais. Donc, mais voilà, très pro et puis il a fait le taf. Nous, le but numéro 1 de Sebring, c'était de finir la course, ne pas casser la voiture, voilà, vraiment faire une course propre, pas prendre de risques et puis donc voilà, Mmh. on a rempli l'objectif. Maintenant, à Portimao, de finir la course, ça sera pas suffisant pour, heu, pour nous satisfaire, quoi. Il y a encore 7 minutes, les amis. Si vous avez envie de poser une question, vous n'hésitez pas. Vous allez sur le Twitch de LMTV et on vous lit instantané. Gabriel Aubry, à propos de votre équipe, justement, dans cette catégorie des LMP2, Vector Sport, vous aviez un petit peu discuté de l'équipe avec Sébastien Bourdet, puisque l'année dernière, c'était justement son équipe et pour le WEC et pour les 24 heures du Mans. On en a discuté, mais juste après la course. Ah. Je l'ai croisé dans le parc fermé en sortant de la voiture, Ouais. un petit peu tard. Mais ce qui est marrant dans cette équipe Vector, c'est que c'est une équipe qui est nouvelle, qui a 3 ans, mais qui regroupe peut-être 50% plus de 50% de personnes avec qui j'ai travaillé dans le passé, que ce soit chez Iota quand on a été vice-champion du monde en 2019, ou chez il y a des anciens de chez Prema, des anciens de chez United, et c'est un peu une réunion d'anciens et j'apprécie vraiment l'ambiance. Ouais. Cette année 2023, tous les deux, vous le savez, mais on va le redire quand même, parce que, vous voyez, nous, on passe notre quotidien au Mans, et tous les jours, toutes les personnes que l'on croise dans la rue nous parlent, évidemment, centenaire des 24 heures du Mans. Mais globalement, c'est ça ma question. Rappelons-le, c'est la course du centenaire. On a vu le très très beau trophée avant-départ. Bon, je ne pense pas qu'il sera gagné par une équipe LMP2, Gabriel, j'en suis désolé, sans doute par une Hypercar. Mais je voudrais savoir, est-ce que ça vous change cette année? Est-ce que c'est une course que vous allez aborder de façon complètement différente parce qu'il y a effectivement la célébration de ce 100e anniversaire? Gabriel est à l'image. Vas-y Gabriel, dis-nous. Prends le temps de tout nous dire. Sportivement, j'espère pas. En tout cas, c'est pas mon point de vue. La course dure 24 heures comme l'année dernière et comme les 199 précédentes éditions. Donc, on va rester sur le même schéma. Maintenant, je sais pas à quoi m'attendre en termes de show, ce qui va se passer autour de la piste. On a peut-être déjà des impératifs qui n'étaient pas là avant, donc peut-être qu'il va falloir gérer ça, encore plus d'énergie à sauver avant la course, pendant les parades, les interviews et ces choses-là. Donc je pense qu'il faut encore plus se protéger cette année que les éditions précédentes. Bon, en tout cas, on s'attend à une course exceptionnelle, hein. Très clairement, Gabriel en P2, en GT, évidemment en hypercar, ça va être
Fou. Ah, mais l'hypercar avec le retour de Ferrari, Porsche, Cadillac, enfin, rien que pour la première course, c'est juste incroyable de voir ça. Je pense que c'est un moment d'histoire qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre sur les 3, 4, 5 prochaines années, j'espère. Comme l'époque où on a vu les Porsche 917, les Ferrari 333 SP. Enfin, pour moi, c'est historique, vraiment. Tom Dillman, même question. Voilà, c'est le centenaire des 24 heures qui est devant nous. Maintenant, on est un petit peu moins de 70 jours. Ça se prépare comment? Ça se travaille comment? Ça s'aborde comment? Telle course. Ah, c'est sûr, ça va être un événement énorme. L'arrivée de toutes ces hypercars tombe vraiment à pic pour cette 100e édition. Donc c'est cool. Après, moi, en tant que pilote, voilà, j'ai juste hâte d'être samedi après, mais de prendre le départ et voilà, d'être dans ma voiture et dans la course. Tout ce qui vient avant, c'est très bien avec les fans et tout, mais comme l'a dit Gabriel, ça prend beaucoup d'énergie. On a vite fait de se brûler avec tout ça au début. Donc, ouais, j'ai hâte d'être dans la voiture le samedi après, et puis qu'on fasse cette course pour voilà, le centenaire. Et voilà, c'est déjà à guichet fermé, donc ça va être génial. Il y aura naturellement Portimao le week-end des 15-16 avril. On va se retrouver également à Spa-Francorchamps, puis les 24 heures du Mans. Mais en ce qui concerne le développement de votre voiture, Tom, vous allez avoir des séances particulières en dehors donc, de ces 2 manches avant le Mans pour continuer à la rendre plus performante, de la fiabiliser si tant est qu'il y ait besoin? Bah nous, vu qu'on est une équipe privée, on a qu'une voiture. On a une voiture et puis des pièces de rechange, mais on n'a pas de deuxième voiture en Europe pour faire des essais. Donc là, la voiture, elle rentre de Sebring, elle est dans le bateau, elle va direct à Portimao, et de Portimao, on ira à Spa. Donc avant ça, il n'y aura pas d'essai, malheureusement. Et donc on fera des essais entre Spa et Le Mans pour préparer Le Mans. Ouais. Voilà, c'est aussi un peu les limites qu'on a quand on est une petite équipe, quoi. Ah, il faut de la détermination et de la concentration pour suivre effectivement tout cela. Allez, Gabriel Aubry, avant de se dire au revoir, une image comme ça, un temps fort de ces 12 heures de Sebring 2023, quelque chose qui t'a plu en lien avec la course, en marge de la course. Aucun doute la pole position de Ferrari. Enfin, c'est encore, comme je disais avant, c'est un moment d'histoire qu'on voit. La voiture est franchement belle. À chaque fois que je la vois passer sur la piste, je la regarde presque plus que la piste. C'est peut-être un peu dangereux, mais la voiture est fantastique. De la voir évoluer sur la même piste, franchement, c'est quelque chose de sympa et je suis vraiment honoré de faire partie de ce moment d'histoire de l'endurance et des 24 heures. J'ai envie de dire dommage pour la Porsche des Iron Dams, mais elles ont été aussi très impressionnantes en GT. On en a bien sûr parlé dans le résumé, mais il faut mettre aussi en avant leur super performance. Ouais, en même temps, je m'y attendais parce qu'en ayant roulé l'année dernière en GTE-AM avec Ferrari, je connais leur potentiel et on les attendait tous très clairement. Par contre, celle à qui j'aimerais mettre un peu plus en valeur, c'est la performance de Dorian Pain sur le week-end, qui a été franchement exceptionnelle. Dans une voiture LMP2 qui est pas facile à conduire, qu'elle connaît peu parce qu'elle a pas beaucoup de roulage. Elle a montré une performance dans tous les essais qui était comparable à celle de ses 2 coéquipiers. Et si je ne me trompe pas, en course, je pense qu'elle a une moyenne plus rapide que Daniel Kiat. Donc c'est vraiment une performance à noter. Tom Dillman, une image de Sebring 2023? Un souvenir? Je pense l'image du départ, voilà, toutes les hypercars qui vont dans le T1. Voilà, ça faisait longtemps qu'on attendait tellement d'avoir plus de voitures dans la catégorie Rennes. Et ouais, c'était beau à voir. En tout Pour moi, cas, c'est ça. ouais, c'est vrai que c'était très très beau à voir. Le résumé que l'on a partagé il y a quelques instants l'a clairement montré. Ça a été un vrai bonheur, les amis, de vous recevoir tous les deux, Tom Dillman et Gabriel Aubry. J'espère que vous avez passé aussi un bon moment. C'était une première hein, sur l'antenne. On ne cache absolument rien. C'est la première fois que l'on lançait le système d'un débriefing. Mais j'ai envie de dire que quelque part, c'est le premier, mais pas le dernier. On fera plus de pubs avant, on l'annoncera plus avant. Mais ce qu'on a envie de créer avec vous, c'est une communauté aussi sur LMTV et en même temps de dire qu'on a de la chance d'avoir le centenaire des 24 heures du Mans devant nous. Merci beaucoup Tom Dillman, on se dit à bientôt. Ça c'est Gabriel, donc salut Gabriel, à bientôt. Voilà, et Tom aussi, merci encore les amis. Et merci à toutes et tous. Portimao, ce sera les 15 et 16 avril, ici au Mans le même week-end, on aura les 24 heures moto. Portez-vous bien, à très vite, ciao ciao.